Okiku, Oyuki, les fantômes du clan Heike. Tant d'histoires d'esprits vengeurs parsèment le paysage culturel du Nippon. Des classes populaires aux plus hautes strates sociales, en passant par les castes religieuses. Oh non, au Japon, personne n'est épargné par la présence de ces âmes errantes, toujours prêtes à faire subir des déboires aux vivants à la hauteur de ce qu'ils ont eux-mêmes subi. L'humanité est cruelle, le destin l'est tout autant, et les revenants encore plus. Éteignez vos lumières et allumez les bougies. Ce mois-ci, nous allons parler d'esprits vengeurs et découvrir ensemble le Goryo. Nous voilà donc au mois d'octobre. Soit vous êtes de ceux qui vous faites peur entre potes, soit vous êtes comme moi et guettez plutôt les histoires de monstres rigolos. Ouais, je fais partie de ces gens qui ont longtemps détourné leur regard lorsqu'ils voyaient des revenants sur les boîtes de jeux. Alors forcément, un jeu avec des fantômes japonais trop choupis, c'est parfait pour moi pour Halloween. Alors pour vous aider à entrer dans le monde des esprits malins et développer le sujet, j'aimerais vous parler de Goryo. Et si vous souhaitez passer directement au thème du mois, voici le timecode. Mais bon, ce serait quand même dommage de passer à côté de ce petit jeu asymétrique terriblement mignon et plein de petits objets typiquement japonais. Pour venir à bout de votre adversaire dans ce jeu, vous devrez faire preuve d'esprit d'analyse et être stratège. L'auteur de ce jeu est Andrea Candiani, les illustrations sont signées Nicolas Angus, et les éditeurs sont Oz Éditions, Pai Éditions et Gayton Games. Le jeu se joue à 2 et dure environ 30 minutes. Il est conseillé à partir de 14 ans, sans doute parce qu'il faut savoir bien lire dans le jeu de son adversaire. Toutefois, si l'enfant se sent capable de comprendre votre stratégie, le thème est très accessible. Un des joueurs incarnera un fantôme mi-femme, mi-chat, mi-voleur, mi-molette, mi-cadeau, mi-rage, mi-gale, Je disais donc, un fantôme, et l'autre joueur incarnera un seigneur qui a à sa botte les 4 samouraïs les plus mignons de tout le Japon. Le fantôme est l'esprit d'une femme de cour victime de jalousie et d'un complot. Après sa mort, elle reste liée au monde des vivants car son âme qui a soif de vengeance est liée à un objet qui est encore dans le palais impérial. Elle prend donc la forme d'un chat pour faire ce que font tous les chats, c'est-à-dire balancer des trucs pour les casser, à l'exception de l'objet qui lui permet d'être présent parmi les vivants. Les samouraïs ont donc comme but d'exorciser le fantôme en trouvant l'objet qui lui sert de vaisseau. Et le fantôme a pour but de casser tout ce qu'il peut sans se faire attraper. Bon, encore une fois, sauf l'objet auquel il est relié. Celui-ci est pioché au hasard dans le sac à objets et gardé secret par le chat. Les deux camps vont donc vouloir se déplacer dans le palais, ici représenté par le plateau de jeu. Il y a 4 salles, dans lesquelles on retrouvera un objet de chaque type et un samouraï. Dans un premier temps, le fantôme prépare ses déplacements secrets derrière l'écran de dissimulation. Et hop, tu me vois, hop, tu me vois plus. Le fantôme devra faire 4 déplacements en plaçant des cubes. Attention, le fantôme ne peut pas passer 2 fois sur la même case durant un tour. L'objet de la case sur laquelle il atterrit sera cassé. Donc, attention à ne pas se retrouver sur l'objet auquel est lié le mauvais esprit. Le Goryo possède également 2 actions pour brouiller les pistes. Il peut utiliser une seule fois le bon et ainsi avoir un mouvement supplémentaire, ou utiliser une fausse piste pour faire croire qu'il est passé par une case alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Tant que le samouraï n'étudie pas la case concernée par ce cube, il pourra être placé à chaque fois. Une fois les cubes d'action placés, c'est aux samouraïs d'enquêter. Il fait noir et ils seront un peu limités dans leurs actions. Ils pourront donc enquêter pour savoir si le fantôme est passé par une tuile ou se déplacer. Lors d'un tour, 3 des 4 samouraïs pourront être actifs chacun leur tour et disposent de 2 cubes d'action. C'est-à-dire qu'un samouraï doit finir ses actions avant de passer le relais à son copain. Mais attention,
il faudra choisir. Un samouraï ne peut examiner qu'une seule fois la tuile sur laquelle il se trouve et une seule fois une tuile adjacente. Mais il peut quand même répéter l'action déplacement afin de faire 2 mouvements. En examinant des cases, le Goryo vous indique si oui ou non il est passé par là. Vous devrez donc deviner le chemin emprunté avec les informations récoltées. Par ailleurs, si vous examinez une tuile par laquelle le Goryo est passé, vous pouvez placer un marqueur vert. Sinon, ce sera un marqueur rouge. Après avoir fait toutes vos actions, le Goryo révèle son cheminement. Si un de vos samouraïs finit son tour sur la même tuile que le Goryo, vous retournez un jeton Goryo. Vérifiez qu'il n'a pas fait d'erreur, puis récupérez les jetons indices verts pour les placer sur la piste dédiée. Sauf si c'était une fausse piste. Eh oui, dès que vous avez assez d'indices pour atteindre un symbole sac, vous pouvez piocher au hasard un type d'objet à sceller. Le Goryo ne pourra plus le casser et donc ne pourra plus finir son parcours dessus. Attention, une erreur du Goryo est punie en donnant un marqueur indice au samouraï. En gros, le joueur qui incarne les samouraïs cherchera à deviner l'objet que le fantôme ne peut pas casser avant la fin de la partie. Il devra donc forcer le Goryo à briser des objets différents pour déduire celui qui lui a été attribué. Mais méfiez-vous, si le Goryo ne doit pas finir son tour sur une tuile scellée ou au même endroit qu'un samouraï, il peut passer par ces tuiles sans s'y arrêter. De la même manière, le Goryo doit veiller à ne pas donner trop d'informations à son adversaire. Car en obtenant des marqueurs indices et en bloquant les mouvements du chat, les samouraïs devineront vite l'objet à sceller. Le jeu s'arrête soit par la victoire du Goryo quand il aura brisé 5 objets, soit par la victoire des samouraïs si le Goryo brise son objet, si le Goryo ne peut plus finir son déplacement de façon valide, si les 3 jetons Goryo ont été retournés, ou si toutes les tuiles objets, à l'exception de celui du Goryo, ont été retournées et donc scellées. La défaite du Goryo se solde par un exorcisme. Et si cela signifie perdre pour le joueur qui l'incarne, on verra dans cette vidéo que pour les fantômes de type Goryo, être exorcisé, c'est pas vraiment un mauvais compromis. Dans tous les cas, si vous cherchez un jeu avec des fantômes japonais pour Halloween, je peux vous dire que celui-là est plutôt sympa. Bon ok, c'est sûr que c'est pas avec ça que vous allez invoquer un fantôme. Mais si ce que vous voulez c'est vous faire peur, sachez qu'au Japon, traditionnellement, c'est pas la saison. C'est plutôt en été qu'on raconte des histoires de fantômes. Car il paraît que ça rafraîchit d'avoir froid dans le dos, de se donner la chair de poule, de frissonner. Bon ok, c'est bon, j'arrête. Depuis très longtemps, les jeunes japonais s'amusent en été à parcourir les endroits supposément hantés pour faire des tests de courage. Mais s'ils n'ont pas ce genre d'endroit à disposition, il est aussi possible d'invoquer des fantômes. Et si désormais les séances de spiritisme à l'occidental sont plus en vogue, il existe aussi une technique ancestrale. Les Hyaku Monogatari. Allez, c'est parti pour un tuto Hyaku Monogatari. Réunissez plusieurs participants dans une salle et 100 bougies que vous allumerez pour éclairer la salle. Et prenez des mesures anti-incendie, hein, vous voulez invoquer un fantôme, pas des pompiers. Chacun à votre tour, racontez une histoire d'horreur, puis éteignez une bougie. Lorsque vous éteignez la dernière bougie, un monstre est censé apparaître. Et des histoires de monstres japonais, il y en a des tas. On appelle d'ailleurs les monstres japonais bakemono. Bon, à titre personnel, je vous avouerai que je m'y perds un peu dans la classification de ces entités. Mais voici un schéma récapitulatif de ma compréhension du machin. À la base, il y a les Ayakashi, qui sont des phénomènes paranormaux qui font peur. Les Onibi par exemple sont des Ayakashi. Et ce sont les équivalents de nos feux follets. On range alors dans la catégorie bakemono tout ce qui est yokai, fantômes et oni. Et ces monstres sont eux-mêmes classés en différents types. Nous reviendrons plus tard sur les fantômes, mais je pense qu'il est bon de rappeler que dans le folklore japonais, rien n'est simple. On retrouve donc plusieurs histoires de morts qui se sont transformés en yokai. Humains comme animaux d'ailleurs. Mais les yokai d'origine humaine ne sont pas en reste. Certains types d'oni se retrouvent dans ce cas. Comme par exemple la Yamamba,
dont j'aurais pu parler dans une précédente vidéo, puisque j'ai déjà parlé des Oni. Il s'agirait d'une vieille femme à l'apparence hideuse qui mange des gens dans la montagne pour éviter notamment de mourir de faim. On peut également citer le Gashadokuro, qui est une forme de géant représentant les morts violentes et nombreuses sur les champs de bataille. En gros, c'est un énorme squelette fait de plein de petits morceaux de squelette qui n'a pas d'individualité mais qui montre toute la monstruosité de la guerre. Pour ces deux exemples, il s'agit de bakemono qui tuent les vivants, car ils ont eux-mêmes dû subir ce qui est de plus vil dans l'humanité. Et pour combattre un bakemono, sachez qu'il n'y a pas de solution unique. Il y a presque autant de manières d'exorciser un bakemono qu'il n'y a de bakemono. Et quand il s'agit d'exorcisme, on s'attaque souvent à des yurei. Et là, on entre vraiment dans le sujet des fantômes. Au Japon, les religions principales sont le Shinto et le bouddhisme, qui ont su évoluer en parallèle et se compléter, non parfois sans difficulté, pour construire la culture religieuse du pays. Il est donc admis que les défunts se réincarnent grâce à la grande roue de la réincarnation. L'âme passe donc par un équivalent du Styx, par les enfers si son âme est mauvaise, et zou, on lave l'âme de ses souvenirs passés pour recommencer un nouveau cycle. Sauf en cas d'illumination, nirvana, bouddhisme, tout ça. Et par je ne sais quel miracle, les âmes des défunts reviennent quand même dans les familles en été pour célébrer Obon en chevauchant des aubergines et des courges. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Parce que tout ça, ça concerne surtout les âmes qui ne sont pas errantes. Il y en a certaines qui ont trouvé une technique imparable pour rester parmi les vivants. Il faut garder un sentiment fort qui nous lie encore à notre vie passée. Ça peut être un regret, ou parfois simplement ne pas se rendre compte qu'on est mort. Bref, il y a un truc à finir qui les empêche de partir. Généralement, un yurei est représenté dans ses habits mortuaires et sans pieds. Sinon, ils sont aussi souvent décoiffés et ont les cheveux très fins. À ce niveau-là, ils sont pas vraiment considérés comme des menaces. En fait, il s'agira juste d'offrir la paix à leur âme avant que celle-ci ne s'oublie. Car oui, si l'âme erre trop longtemps, il peut arriver qu'elle oublie son identité d'origine. Et être un fantôme qui sait plus quel était son dernier regret, ça doit pas être très fun. D'autant plus qu'en s'oubliant, sa forme aussi peut changer. Le yurei peut alors avoir des traits différents de ce qu'il était à sa mort pour correspondre un peu plus à l'idée qu'il se fait de lui-même en tant que fantôme. Et des fois, des âmes en errance peuvent carrément fusionner pour donner des fantômes d'hommes bêtes, d'ailleurs comme c'est le cas dans Goryo. Et là, ça commence à bien craindre, parce qu'un fantôme troublé, c'est un fantôme colérique. Il est alors urgent de l'exorciser, et à ce moment-là, il faudra vraiment l'aider à trouver ce qu'il retient pour mettre fin à son errance au plus vite. Mais là, j'ai envie de vous dire de faire bien attention. Parce qu'il y a un type de yurei que vous voudriez pas essayer d'aider. C'est les onryo, aussi appelés funayurei. C'est simple, si vous avez affaire à un onryo, vous ne le savez pas encore, mais vous êtes déjà mort. Un onryo, c'est un fantôme mort dans des conditions ou pour des raisons cruelles. Et dont toute l'âme est imprégnée de rancœur et d'une colère meurtrière. Les onryo vont d'abord diriger leur rage vers les personnes responsables de leur état. Mais si cette fureur ne se calme pas, leur cible s'étend à toute personne qui leur rappelle celle qui est à l'origine du mal. Et franchement, j'ai l'impression que leur panel est très large. Vous pouvez être une personne très bien et, pas de bol, vous êtes un homme. Tout comme cet autre homme qui était méchant. Voilà, hop, la moitié de la population menacée de malédiction. Dans Ring, par exemple, ils ont fait l'erreur de confondre Sadako avec un yurei du type Ukabare Naere, qui est un fantôme qui ne peut trouver le repos que lorsque son corps sera retrouvé et aura eu une cérémonie pour passer dans l'au-delà. Mais un onryo... ça veut pas vraiment être en paix en fait. Ça veut juste que le monde brûle et que les gens souffrent. Certes, il y a des hobbies plus sains, mais eux, leur truc, c'est vraiment la torture.
Et durant l'ère Kamakura, ce genre de fantôme, c'est une vraie obsession à la cour. Parce que oui, les morts pour cause de complot politique étaient apparemment suffisamment courants pour penser qu'il fallait se protéger à tout prix de ces esprits. Les histoires d'Onryo étaient très présentes, et le style de théâtre no appelé Mugen no trouvait beaucoup de succès en relatant ces histoires de fantômes. En fait, le no avait un lien très fort avec l'aristocratie et la religion à l'origine. Les danses et les chants rituels élevaient les artistes à un rang presque sacré. C'est d'ailleurs sur la base de ce genre de croyances que la religion a pu asseoir son influence sur le pays. C'est sûr que dans ce genre de situation, les prêtres, les exorcistes et tout le reste avaient la possibilité de se faire une belle place au sein de la cour. Entre tous les complots politiques et un pays sujet régulièrement à des catastrophes naturelles, les dirigeants devenus complètement parano faisaient très vite le rapprochement. Ainsi, une pratique naquit, le Goryo Shinko, réservé aux Onryo de la classe aristocratique qui ont au moins la chance de pouvoir être érigés au rang de Goryo. Et les fantômes de Goryo, bizarrement, ils sont totalement oubliés par la noblesse. Ouais. Vous le savez probablement, mais au Japon, il y a tout un tas de croyances autour des kami. Ces entités qui sont vénérées comme des dieux et auxquelles on dédie des autels. Eh bien, imaginez ce qui se passerait si on donnait les mêmes honneurs à un fantôme vengeur de bon pédigré. Et dans ce cas-là, l'esprit devient un Goryo. Des temples construits en l'honneur de ces âmes vengeresses furent érigés pour les calmer et des cérémonies sacrées menées par des moines d'élite leur permettaient de trouver le chemin de leur nouvelle et somptueuse maison. Si le prestige était suffisant à leur goût, parce que oui, n'oublions pas que c'est toujours ce genre de personnes, ils acceptaient le titre et les offrandes pour des siècles et des siècles. Dans tous les cas, il est certain que le folklore japonais regorge d'histoires d'esprits vengeurs. Le Japon a connu des périodes cruelles où la population ne pouvait que subir les catastrophes mêlées aux guerres incessantes. Ces sentiments de détresse et de colère face à de telles situations ont sans doute été iconisés par la multitude de figures qui rencontrèrent des destins tragiques et qui, comme dans le jeu Goryo, reviennent tenter les vivants. Voilà donc pour la vidéo d'octobre. Comme c'est le mois des histoires qui font peur, je vous invite à partager les vôtres en commentaire. Et qui sait, on arrivera peut-être à invoquer un fantôme qui a certainement lui aussi une histoire à nous raconter. Et puis sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai une citrouille à préparer. Allez, tchuss!